Ok, c'est parti. Donc on essaie de regarder la correction de cet exercice. Alors de quoi il s'agit? Bah, c'est le petit modèle d'application chapitre 2 où on a deux actifs financiers. Voilà, c'est pas compliqué, c'est très très schématisé, hein. Donc on a un actif sans risque et puis un actif risqué. D'accord. On a une fonction d'utilité de Feynman-Morgenstern, hein, qui est donnée sous cette forme avec une racine. Alors c'est pas racine de x, c'est racine de x plus a. Et a, c'est un paramètre strictement positif. Alors, ouais. Donc ça veut dire que peut-être il va y avoir des problèmes de... Enfin, des problèmes. Des phénomènes de bord, en quelque sorte. Enfin, je dis ça par rapport aux situations similaires qu'on a en théorie du consommateur, par exemple, quand au lieu d'avoir des fonctions d'utilité sur les biens qui sont, je sais pas moi, des sommes de racines de xi, on a justement des constantes en plus. Bien souvent, on a des problèmes de coin, on a des xi étoiles égale 0 pour certaines valeurs des prix. Enfin, je sais pas si je vous parle, hein, si ça vous parle ce que je vous raconte, je suis pas certain. Enfin bref, on va voir dans la suite que travailler avec racine de x ou travailler avec racine de x plus 1, en fait, c'est pas forcément du tout la même chose. Ok, bon, bref. Bon alors, allons-y. Donc c'est le modèle habituel, on doit choisir sa répartition entre actifs risqués et actifs sans risque. Et il y a les contraintes ici. J'essaye de... Ok. Il y a les contraintes ici, θ positif ou nul, c'est-à-dire qu'on peut pas... θ, c'est ce qu'on met en actif risqué. On peut pas vendre à découvert l'actif risqué. θ plus petit que W, on peut pas acheter plus que sa richesse en actif risqué. On peut pas investir plus que sa richesse en actif risqué. Autrement dit, on peut pas emprunter. Si on pouvait emprunter, si on pouvait vendre de l'obligation à découvert, on pourrait investir plus que W en actif risqué. Bon, là, c'est interdit. Pour montrer que l'agent est strictement averse au risque, calculer son indice d'aversion au risque. Bon, ça, c'est super simple, hein. Pas de problème, on dérive une fois, deux fois. On calcule moins U seconde sur U prime. Bon, on va regarder, hein. Mais je lis l'énoncé d'abord, ce que je vous conseille toujours de faire, plutôt que de traiter les questions les unes après les autres et de découvrir les questions les unes après les autres. Vous regardez rapidement l'ensemble des questions pour savoir où on va, où vous allez, où on vous emmène plutôt. Voilà, donc deuxième question, c'est encore facile, c'est pour s'échauffer là, hein. Décrire le problème de décision de l'agent sous forme d'un programme d'optimisation. Ok, on verra. Notre AFIA, la fonction objectif. D'accord. Calculer le portefeuille. Bon, si on veut bien l'appeler comme ça, hein, disons la quantité de richesse θ qui annule la dérivée de la fonction objectif. C'est-à-dire, en fait, on regarde la condition de premier ordre, phi prime de θ égale 0, hein. On cherche à résoudre ça. Alors, le θ, bah, il se peut qu'il soit négatif, a priori. Ce qui voudra dire qu'il ne sera pas solution optimale, sans doute, hein, puisque θ doit être entre 0 et W. Plus que sans doute, il pourra pas être solution optimale. Donc ça reviendra à cette condition, que voilà la solution optimale, bon, ok. R augmente, c'est quoi R? R, c'est ce que l'actif risqué paye dans les bons cas. Avec probabilité pi, il a un rendement de 1 plus R. Probabilité 1 moins pi, 0. On perd tout. Probabilité 1 moins pi. Donc dans les bons cas, son rendement c'est 1 plus R, donc plus R est grand, plus l'actif risqué a l'air intéressant, hein. Lorsque R augmente, mais c'est de la statique comparative en même temps, hein. Toc, il finit par investir toute sa richesse. Bah oui, probablement, hein. Ça paraît pas étonnant. En tout cas, bon, qu'il investisse tout, c'est peut-être pas surprenant. Qu'il investisse de plus en plus, c'est probablement encore plus intuitif, encore plus naturel, je sais pas. Alors ensuite, montrer que θ, c'est censé être plus ou moins la solution optimale. Crois avec les paramètres. Bon, on regardera, hein. Ok? Bon,
On y va, on regarde la correction. Bon, il n'y a pas de difficulté sur les deux premières questions. Là, bon, il y aura une équation à résoudre, puis après on verra. Ok, allons-y. Donc on dérive la fonction x donne racine de x plus a. Bon, tout le monde sait faire ça, je suppose. Donc on trouve l'indice d'aversion au risque, moins u seconde sur u'. Je rappelle que l'indice d'aversion au risque, on a un point x, enfin, ou disons la fonction indice aversion au risque, qui a x à ceci, c'est d'une certaine façon une mesure de l'aversion au risque de l'agent. Plus cette fonction est élevée, plus l'agent est averse au risque. On a vu en quel sens on a vu en cours. On a vu dans le cours. Alors ça vaut ça. Alors oui, effectivement, l'indice est décroissant A. Vous voyez, il décroît A uniformément en X. Quel que soit X, que j'augmente A, il y a de X diminue. Donc l'agent devient moins averse au risque quand A augmente. Dernier théorème vu en cours. Je sais pas si c'est le dernier par rapport aux notes que je vous ai mises, hein. C'est le dernier par rapport au cours que je faisais en amphi peut-être. Quand j'ai rédigé cette correction, je l'avais fait l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, avec les grèves, hein. Enfin les blocages, hein. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la question? Écrire le programme. Alors voilà. Donc ça c'est une question sans difficulté, euh, et qui pourtant, à laquelle pourtant vous ne répondez pas toujours correctement, bizarrement. Qu'est-ce qui va pas souvent? Qu'est-ce que j'attends de vous? Il faut décrire le problème sous la forme d'un programme d'optimisation. Qu'est-ce que c'est qu'un programme d'optimisation? Bah, c'est un maximum ou un minimum d'une certaine fonction sur un certain domaine. Voilà. Donc, bah, il y a un certain nombre de... Enfin, donc c'est l'expérience des années passées, hein. Quand je pose ce genre de sujet en interrogation ou en sujet de partiel, et ben souvent, sur ce genre de questions, bah, j'ai maximisé phi a égale ça. En général, c'est correct, ça. Mais alors, il n'y a pas de domaine, par exemple. Ou alors, c'est strict. Θ, strictement plus grand que 0, strictement plus petit que W. C'est pas ça. On vous dit supérieur égal, inférieur égal. C'est pas pareil, hein, strict et inférieur égal. Donc je sais pas. Je sais pas pourquoi vous mettez strict au lieu de inférieur égal. Euh, Peut-être parce que c'est moins, enfin comment dire, ça économise un peu d'énergie de faire une barre, de mettre une barre en moins, je sais pas. Mais ça n'a pas le même sens, hein, du tout. Là, vous avez un domaine fermé borné, sinon c'est pas le cas. Vous avez le droit de faire θ égale 0 dans ce programme, hein, ou θ égale W. D'ailleurs, ça arrivera, probablement. θ égale 0 arrivera, sans doute. θ égale W, je sais pas. On verra. Je m'en souviens plus. Je crois pas que ça arrive, en fait. Alors, donc qu'est-ce que c'est là? Oui, alors, la fonction objectif. Bah, si vous vous souvenez du cours, hein, ou même, enfin, même sans savoir le cours, il suffit de lire le sujet. On a oula, une richesse W qu'on répartit en θ, en actif risqué, et W moins θ en actif non risqué. Bon, c'est pas précisé, tout n'est pas exactement précisé ici, mais bon, on peut le déduire quand même, et puis c'était décrit dans le cours. Donc vous mettez θ en actif risqué, θ en actif non risqué. Alors, bah là, il faudrait que, à la limite, il aurait fallu, oui, écrire les choses, hein, ou si vous avez un papier, vérifiez ça, hein. Comment ça marche? Vous mettez θ en actif risqué. Avec probabilité pi, qu'est-ce qui se passe? Probabilité pi, on a 1 plus R, comme rendement. Donc θ est multiplié par 1 plus R. D'accord? Donc ma richesse avec probabilité pi, c'est θ fois 1 plus R. Ça, c'est ce que j'obtiens comme richesse grâce à l'actif risqué, dans les bons cas. Et il faut que j'ajoute aussi ce que j'obtiens comme richesse grâce à l'actif sans risque. L'actif sans risque, on met W moins θ. Donc j'ai θ fois 1 plus R plus W moins θ. Donc c'est bon. θ plus θr plus W moins θ, ça fait W plus θr. C'est bien ce qui est marqué là. W plus θr. D'accord? Avec probabilité pi. Avec probabilité pi, vous gagnez ça. Bon, c'est facile ça, hein. Avec probabilité 1 moins pi, vous perdez tout en actif risqué,
bah, vous gagnez, entre guillemets. Enfin, vous ne conservez que votre investissement en obligation, qui a un taux d'intérêt nul. C'est ça, hein. Obligation de rendement 1. Donc, vous mettez vous mettez W moins θ en obligation et vous récupérez vos W moins θ en fin de période. Et par contre, le θ en actif risqué, c'est perdu hein, avec probabilité 1 moins pi. Donc voilà la fonction objectif. Bon, ça, tout le monde sait faire, je pense. Après, il faut résoudre phi' égale 0. Alors, phi' égale 0. Je reviens dessus. Un calcul qu'on a, un genre de calcul qu'on a déjà fait dans l'exercice précédent. Bon, il n'y a pas de difficulté particulière, hein, c'est dériver des fonctions composées. Là, une fonction de w plus rθ, un dérivé par rapport à θ. Donc ça va faire u' de ça fois la dérivée par rapport à θ de ce qui est à l'intérieur. Donc r, u', d'accord, et le pi en facteur. Là, u' fois moins 1, moins 1 moins pi u'. Donc vous ne trompez pas, et on résout. Alors je laisse, là j'ai pas changé u' en son expression. Quelle est l'expression d'u' d'ailleurs qui n'a pas été écrite, hein. C'est 1 sur 2 racine de x plus 1. Je ne l'ai pas changé ici. Bon, je vais le faire là. Donc voilà, donc ça c'est la même équation. Enfin, comment dire, c'est la même chose. Ça égale 0. Je remplace u' par la fonction. X donne 1 sur 2 racine de x plus 1. Alors comment on résout cette équation? Est-ce que c'est difficile? En fait, on est embêté avec les racines, hein. Bah, bon, vous mettez au même dénominateur, hein, et vous mettez au carré hein, pour vous débarrasser des racines. Donc il n'y a pas de difficulté particulière. Ça fait quoi? 2πr fois racine égale 1 moins pi, enfin 2 fois 1 moins pi fois racine. Donc les deux simplifient, πr au carré fois w plus a moins θ, c'est ça, pi fois w plus a moins θ, égale 1 moins pi au carré fois w plus a plus rθ. C'est bien ça. Bon, j'espère que vous pouvez tous arriver à faire ce calcul, qui est élémentaire. Et maintenant, bah, qu'est-ce qu'on a? On a une bah, comme souvent, hein, on a une équation du premier degré en θ. Donc il y a des paramètres un peu partout, là, faut pas en avoir trop peur, hein, c'est pas grave. Vous regardez bien où est le θ, il est là. Donc là, il est facteur de moins pi r au carré. Il est là aussi. Et là, il est facteur de r, enfin moins r, 1 moins pi au carré. Donc finalement, on a θ facteur de moins pi r au carré, moins r, 1 moins pi au carré. Bon, alors je peux enlever les signes moins et le mettre de l'autre côté, par exemple, qui sera égal à ce qui ne dépend pas de θ. C'est-à-dire pi r 2 w plus a, moins 1 moins pi au carré w plus a. Donc ce qu'il faut, c'est, surtout, je l'ai déjà dit, hein, c'est pas forcément développer sans réfléchir tous ces produits. Ça sert à rien. Vous n'allez pas écrire que ça. Vous n'allez pas remplacer cette expression par pi r2w plus pi r2a moins pi r2θ. C'est pas forcément utile. Vous voyez qu'en fait, W et A, ils vont bien ensemble, autant les garder ensemble. C'est comme s'il y avait une nouvelle richesse W' égale W plus A qui jouait un rôle ici en fait. On pourrait faire un changement de variable W, indice A, disons, égale W plus A, pour simplifier les notations par exemple. Bon voilà, donc le calcul mène à ça, sans énorme difficulté. C'est bon? Pas terrible, hein, mon traitement de texte scientifique. Avec les signes équivalents qui sont pas du tout bien mis, c'est une horreur. Bon, il faudrait que je me mette à la page. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut faire? La question d'après, c'est vérifier que θ est négatif si et seulement si une certaine condition sur les paramètres, celle-là. Ok. Donc ça c'est oui, donc ça c'est le point qui annule la dérivée de phi a. Vous voyez bien que dans la mesure où il peut être négatif, ne correspondra pas forcément à l'investissement optimal, hein. Et puis il se peut qu'il soit plus grand que W aussi, hein. Enfin bon, on regarde déjà négatif. Quand est-ce qu'il est négatif? Bon bah quand le numérateur pardon est négatif, tout le reste ne pose pas de problème. Positif, tout le reste. Donc ça négatif.
Mais encore une fois, évidemment, on développe pas ça, hein. De toute façon, on cherche une condition précise, hein, on cherche ça. Euh, Bon, c'est à peu près évident que... Non? Bon, on fait disparaître les carrés en prenant les racines, c'est quand même le plus simple. Je pense que tout le monde a bon là sur ce genre de questions. Ça revient à ça, ça revient à ça. Alors, comment on peut interpréter? Est-ce que c'est normal? Θ négatif, pi 1 plus 1 petit q 1. C'est pas demandé dans l'énoncé. Ouais, on demande que vaut l'investissement optimal, mais on demande pas d'interpréter par contre. On peut peut-être essayer d'interpréter quand même. C'est quoi ces conditions pi 1 plus r plus petit que 1? Qu'est-ce que c'est que pi 1 plus r? Je sais pas si j'en parle dans la correction. Est-ce que j'en parle? J'en parle pas. J'ai pas mis la remarque, hein, sur savoir ce que c'est que pi fois 1 plus r. Non, j'ai pas mis. D'accord. Alors, donc je repose cette question. Qu'est-ce que c'est que pi fois 1 plus r? Comment l'interpréter? Je rappelle ce que c'est que 1 plus r. 1 plus r, c'est le rendement de l'actif risqué. Dans les bons cas. C'est-à-dire, et dans les mauvais cas, il rapporte 0. Le rendement est nul dans les mauvais cas. Donc, pi fois 1 plus r, finalement, c'est l'espérance du rendement de l'actif risqué. D'accord? L'espérance du rendement de l'actif risqué, c'est pi fois son rendement dans le bon cas, donc, dans le cas qui a probabilité pi, et puis plus 1 moins pi fois son rendement dans le mauvais cas, et c'est 0 l'autre cas. Donc ça fait pi fois 1 plus r. Ça, c'est l'espérance de R tilde, ce que j'appelais espérance de R tilde dans le cours. Et là, la condition, finalement, c'est l'espérance de R tilde plus petit que 1, plus petit que le rendement de l'obligation. Si le rendement de l'actif risqué est plus faible que le rendement de l'actif sans risque, c'est un peu embêtant pour quelqu'un qui inverse au risque, il va pas aimer, hein, il va pas vouloir prendre de l'actif risqué, ça c'est sûr. Donc voilà, donc c'est pas surprenant du tout qu'on arrive à cette équivalence et qu'on doive trouver θ étoile, la solution optimale qui soit nulle, hein, parce que là on est dans le cas d'actifs risqués qui payent moins que l'actif sans risque, en moyenne en tout cas, en espérance. Donc à la limite, si on autorisait l'agent à vendre à découvert, peut-être qu'il voudrait le faire, l'actif sans risque. Mais en tout cas, si on ne l'autorise pas, certainement, θ étoile sera nul. C'est dans le cours, ça, déjà. Vous voulez revoir ça? On peut. On a le temps. De toute façon, j'ai pas corrigé grand-chose, donc il faut faire traîner au maximum. Attendez, je cherche. C'est où? C'est à la fin, non? Toc. Attention, ça va très vite. C'est là, non? Pop, 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 ici. Voilà. L'espérance de Hertil, plus petit que 1, θ étoile, négatif ou nul. Alors, négatif ou nul, dans notre cadre, ça donne 0, hein. Donc voilà, c'est déjà même un résultat du cours, hein. Attendez, alors, je suis où, là? Ça? Non, c'est pas ça. Zut. Attendez, faut que je retrouve mon énoncé. Le voilà. Alors, sinon, comment on justifie? Bah, c'est des arguments de convexité, hein. La fonction phi prima, phi a, je vous rappelle, donc c'est la fonction objectif. C'est quoi? C'est l'espérance de l'utilité des paiements. L'utilité est strictement concave. Donc la fonction, bon, et elle est fonction. En fait, on a une fonction indirecte par rapport à θ. On a une fonction strictement concave aussi. Ça a été dit en cours, hein, vous pouvez l'affirmer. Parce que ici, strictement concave composé avec fonction affine, ça donne strictement concave. Puis là, pareil. Donc, on maximise une fonction strictement concave sur un domaine convexe. Enfin, en tout cas, la fonction objective est strictement concave. Bien. La fonction phi prime s'annule en θ à gauche du domaine, puisque elle s'annule en un point strictement négatif. D'accord? Or, phi prima est décroissante parce que phi est strictement concave. Suivez ça? Bon, évidemment, hein, je pense que vous avez eu des cours de convexité, concavité, dérivée décroissante, c'est pareil. Donc si on s'annule, phi prima s'annule à gauche du domaine et phi prima est décroissante, c'est que phi prima est négatif sur 0W, forcément.
Donc phi' est décroissante sur 0W, donc la solution optimale c'est 0. Tout est strict en plus. De toute façon la solution est unique, hein, donc il n'y a pas de souci. Phi' négatif sur tout le domaine, conséquence l'investissement optimal est nul. D'accord, mon question d'après c'était lorsque R augmente, au bout d'un moment, pour petit r suffisamment grand, disons, au bout d'un moment on a θ étoile égale W. D'accord, donc on sature la contrainte finalement. Je disais tout à l'heure que ça n'était pas le cas, mais si, en fait, si. J'avais de mauvais souvenirs. Alors vous regardez, qu'est-ce que c'est θ là Si R augmente, qu'est-ce qui se passe? Je cache la correction. Toc. Petit r augmente. Regardons que petit r tend vers plus infini, par exemple. Qu'est-ce qui se passe en l'infini? Terme de plus haut degré en R, R2 là, pi R2, pi 2 R2 plutôt. En dessous, pi 2 R2 aussi. Là, négligeable par rapport à R2. Si je regarde donc la limite, enfin l'équivalent, oui, la limite c'est 1 ici, en plus infini. Autrement dit, θ A, lorsque R tend vers plus infini, tend vers W plus A. D'accord, ce que j'ai mis là, limite θ égale W plus A. Strictement plus grand que W parce que A est positif strict. Donc pour R suffisamment grand, phi', oui, enfin bon, disons que pour R suffisamment grand, θ va être plus grand que W, hein, obligé. Puisque la limite est strictement plus grande que W. Ça veut dire que pour R suffisamment grand, on est plus grand strictement que W. Ça, c'est les définitions de limite, hein, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire alors si θ est strictement plus grand que W? Ça veut dire que ça entraîne que θ n'est pas solution optimale, ça c'est sûr, parce qu'on est en dehors du domaine. Et par le même argument qu'avant, hein, on va trouver que θ étoile vaut W. Si vous voulez, on aimerait bien investir plus que sa richesse en actifs risqués, mais on peut pas. On voudrait bien, mais on peut point. Alors, on fait au mieux, c'est-à-dire on investit, au lieu d'investir W plus A, parce qu'on n'a pas le droit, on va investir au maximum, on va investir W. Bon, ça c'est un argument un peu économique, hein, entre guillemets. Sinon, d'un point de vue mathématique, c'est un argument de convexité qui fonctionne comme tout à l'heure le même. Phi' s'annule à droite du domaine. Vous voyez, vous avez le domaine qui est là, et la dérivée, le maximum de phi. Imaginez, bon, il faudrait faire un dessin, là. Prenez une fonction concave, mettons comme moins x2. Elle a un maximum, mais qui est à droite du domaine. Le domaine, il est là, le maximum, il est... Vous avez le graphe, le maximum, il est à droite. Comme la fonction est concave, la dérivée est nulle ici, que la dérivée est décroissante, c'est qu'avant, la dérivée est croissante. Donc la fonction est strictement croissante. Puisque la dérivée... Qu'est-ce que je raconte? Oui, la dérivée est croissante. Là, elle est nulle. Donc avant, elle est... Oula, j'ai dit n'importe quoi. Non, la dérivée est décroissante, pardon. Là, elle est nulle. Donc avant, la dérivée est strictement positive, parce que tout est strict, hein, c'est strictement croissant, etc. Strictement positive, donc phi strictement croissante. Bon, au lieu de bafouiller et de me tromper, je pourrais aussi lire ce que j'ai écrit. Comprenez? C'est un argument de convexité, simplement. Si on s'annule, si les dérivés s'annulent à droite du domaine, phi' devient strictement positif sur le domaine, et c'était le contraire tout à l'heure. Si les dérivés s'annulent à gauche du domaine, hop, comme phi' strictement décroissante, phi' devient négative sur le domaine. Enfin, en tout cas, dans ce cas-là, ici, on a phi' strictement positif sur le domaine, donc phi A est strictement croissante sur le domaine, et donc le max de phi A, c'est en W. D'accord? Ensuite, dernière question. Alors, montrer que θ accroît avec chacun des paramètres. En fait, ici, il faut se placer dans le bon cas. Il faut se placer dans le cas où pi 1 plus r plus grand que 1. Parce que sinon, c'est pas intéressant. C'est peut-être même pas vrai. Donc, il faudrait que je corrige un petit peu l'énoncé. Ok. On se place dans ce cas-là, donc. C'est le cas où l'actif risqué rapporte suffisamment. Et θ sera positif ou nul. Dans l'autre cas, enfin positif strict même en fait.
Enfin, je sais pas. Si c'est égal à 1, peut-être que θ sera nul. Mais en tout cas, si l'inégalité est dans le sens, l'actif risqué rapporte pas assez, θ étoile sera nul. Il faut distinguer, essayer de distinguer θ, qui est le point qui annule la dérivée de phi, et θ étoile, qui est la vraie solution. D'accord? θ, c'est pas forcément la solution. Il faut qu'il soit dans le domaine. C'est ça le problème. θ, c'est ce qu'on appelle un candidat, si on veut. C'est un point qui vérifie les conditions de premier ordre. Enfin, une partie de la condition de premier ordre. Il ne vérifie pas forcément la condition de réalisabilité, quoi. Donc on se place dans le cas intéressant. Pi 1 plus 1 plus grand ou égal que 1. Et on regarde la statique comparative de θ, qui est là en fait. C'est ça θ, je crois. Par rapport aux différents paramètres W, A, Pi, R. Alors, par rapport à W et A, c'est facile. Pourquoi c'est facile? Parce que c'est une fonction affine. Et ça sera strictement positif avec mon hypothèse. Pi 1 plus 1 plus grand que 1. Ça, plus grand que ça, équivaut à ça. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, ce calcul-là. Ok, pas de problème. Continue. Donc voilà. C'est où? Le numérateur de l'expression de θ est alors positif et il est clair que θ est une fonction affine croissante, strictement croissante. Strict, ça dépend. Si c'est égal à 1, c'est nul. Tout ça est nul. On pourrait mettre strict, hein. Bon. Alors, plus l'agent est riche, plus la richesse investie en actifs risqués est importante. Oui, puisque la dérivée par rapport à W, donc du θ étoile qui est là, est strictement positive. Plus W augmente, plus le θ étoile est grand. Bon, c'est pas normal. On va dire, plus on est riche, plus on investit. Bon, c'est sûr que bon, quand on n'a pas d'argent, c'est difficile d'acheter des actifs risqués. Et plus on a, plus on a de richesse, plus on est capable d'investir en actifs risqués, oui. Donc tout ça est assez logique. Alors en plus, on a vu que θ étoile augmentait avec petit a. Alors ça, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est surprenant? Est-ce que je vous demande d'interpréter d'ailleurs dans l'énoncé, je sais plus. Commenter, oui, il faut commenter. Il faut dire quelque chose. Commenter. Donc je commente, essayons de commenter. Pourquoi ça augmente avec petit a? Alors ça, c'est l'investissement, richesse, la richesse investie en actifs risqués. Petit a mesure plus ou moins l'inversion risque, on l'a vu. Où il est? IA de x. 1 sur 2x plus a. Donc IA, je l'ai dit, est décroissant avec petit a. Donc l'aversion risque décroît avec petit a. L'aversion risque décroît avec petit a. Donc quand on augmente, il est moins averse au risque, il investit plus en actifs risqués. Tout ça est normal. Que l'investissement actif risqué augmente avec un naturel aussi, puisque quand on augmente, l'agent devient moins averse au risque. Bon, okay. Ce que je viens de dire. Alors attention, maintenant il reste les autres calculs. Comment ça varie par rapport à pi et r? Alors là, c'est... faudra que vous vous amusiez à le faire, hein. C'est beau, hein? Ah oui. Dérivé par rapport à pi de ce machin. Bon, en fait, il faut s'y prendre bien, hein. C'est plus facile à la limite à faire sur un tableau, parce qu'on a plus de place pour écrire. Bon, c'est pas une question d'intérêt folichon, hein, mais justement, ça permet de voir si on est capable de mener à bien un calcul qui est pas hyper simple, calcul de dérivée. Donc on veut le signe de la dérivée ici, par rapport à pi, et par rapport à r aussi. Bon, commençons par pi. Il n'y a pas d'astuce, hein, je crois pas. Je crois pas qu'il y ait d'astuce, hein. Donc c'est une fonction u sur v, si on veut, donc u'v moins uv' sur v carré sera la dérivée. Alors si je veux le signe, le v2 au dénominateur, je m'en fiche. Donc je regarde u'v moins uv'. Donc je fais dérivée de ça fois ça, moins ça fois dérivée de ça. C'est ça qui m'intéresse. D'accord? Ce que j'ai mis là, le signe de dθ sur dpi, c'est le signe de ce truc, dont j'espère que c'est bien la dérivée de ça fois ça, moins ça fois la dérivée de ça. Ça doit être le cas, hein. Je dérive ça par rapport à pi, qu'est-ce que ça fait?
faut savoir dériver ça aussi. Donc 2 pi r fois la dérivée de ce qui est en dessous. R. 2 pi r2 fois pi r. C'est bon ça? Je dis des bêtises? Peut-être. Je n'arrive pas, excusez-moi, je sais plus si j'arrive par rapport à pi r. Bon, de toute façon, ça revient au même, hein. Là, c'est symétrique pour l'instant. Ou vous pouvez aussi, quand vous dérivez par rapport à pi, mettons, vous sortez le R2 qui devient une constante. C'est R2 fois 2 pi, quoi. R2 fois 2 pi. Ici, par rapport à pi, aïe, aïe, aïe. Faut pas se tromper, hein. Alors, un moins pi au carré, vous pouvez le voir comme pi moins 1 au carré aussi, hein. Ouais, c'est comme vous voulez. Dérivé par rapport à pi, enfin bref. Bon, je suppose que vous savez faire ça. D'accord? Donc, on doit trouver ça. Bon, vérifions quand même cette histoire. Donc, je ne le change pas en pi moins 1, je le laisse comme ça, mettons. Le dérivé, ça ferait quoi? Moins 2 fois 1 moins pi fois moins 1. Donc plus 2 fois 1 moins pi. Bon, c'est bien ça. Ok, moi je reprends ça. Bon, admettons. Vérifiez ça. C'est facile. Maintenant, le problème, c'est le signe. Comment trouver le signe, hein? C'est horrible. Ça semble horrible. Je cache la correction, hein, j'essaye. Alors, une idée mauvaise pourrait être de développer. 4 termes. 8 termes en tout. 8 termes, 8 termes moches. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a comme... Oui, il y a vraiment des termes qui sont très très moches, hein. Après, comment factoriser, reconnaître les trucs. Bon, en fait, oui, on va peut-être qu'on va développer, mais il faut surtout essayer de reconnaître quels sont les termes positifs, les termes négatifs. En fait, si on a de la chance, il y aura beaucoup de termes positifs, et les termes négatifs, on va pouvoir montrer qu'ils sont plus petits que certains des autres termes positifs. Or, c'est le cas. Donc, si on le... Alors, regardons. Déjà, tout ça, c'est positif, hein. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme terme négatif? C'est ça qu'il faut regarder. Là, il y a un signe moins, donc il faudra avoir ici un terme positif dans le produit. Donc, par exemple, pi r au carré fois 2 pi r 2. D'accord? On aura ce terme-là négatif. Est-ce qu'il est pas, est-ce qu'il disparaît pas avec un autre terme tout de suite, celui-là? Pi r au carré fois 2 pi r 2. Pi r au carré fois 2 pi r 2. Ah! Il disparaît. Bon, bah, celui-là, c'est bien. Pas de problème. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bah oui, il y en aura un autre, c'est le moins ça fois moins ça. Avec le moins. Et c'est tout, hein, je crois. Si on développe, il n'y a que deux termes négatifs qui se simplifient tous les deux. Alors vérifions qu'il se simplifie celui-là. 2r, 1 moins pi au cube. Ça simplifie ça? 1 moins pi au cube, 2r, 1, bah ça marche. Bon voilà, donc ça marche bien. Finalement. Finalement, c'est pas si dur. Si on s'y prend bien, hein. On regarde la dérivée par rapport à r. On dérive par rapport à r, donc c'est le même calcul. Alors c'est plus facile un peu, parce que ça ne dépend pas de r. Enfin, il y a un peu moins de termes. Bon, on regarde directement la dérivée, là. Enfin le signe de la dérivée. Voilà. On doit trouver un truc comme ça, si on se trompe pas. Et là, bah, essayons de faire comme tout à l'heure. Bon, ça est positif, bien sûr. Et là, il y a deux termes négatifs, c'est un peu le même genre, hein, ça fois ça. Et puis ça fois ça. Ah non, ça marche pas. Qu'est-ce que je raconte alors? C'est pas tout à fait le même genre. Qu'est-ce qu'on a comme terme négatif alors? Ça fois tout ça. On a deux termes négatifs encore. Le pi r au carré fois ceci. Donc il y a un pi r au carré fois 1 moins pi au carré. Est-ce qu'on l'a celui-là? Oui, on l'a en fait. Parce que là, on l'a même deux fois. 2 pi 2 R2, 1 moins pi au carré. Et là, pi 2 R2, 1 moins pi au carré. Donc celui-là va bien disparaître. Et l'autre, pi R, ou pi 2 R2, fois 2 pi 2 R. Pi 2 R2 fois 2 pi 2 R. Ouf, disparaît. Donc ça veut dire, ok. Il faut commenter maintenant. On vous demande, qu'est-ce qu'il faut dire? Plus la probabilité que l'actif risqué
bah, donne quelque chose, paye quelque chose d'importante, plus on a envie d'en acheter, quoi. Bon, bah, c'est de la statistique comparative aussi, qui est pas très surprenante, hein. L'actif risqué devient plus intéressant si la probabilité qu'il rapporte quelque chose est plus importante. Et pareil pour le petit R. Le petit R mesure combien il rapporte en quelque sorte, dans les bons cas. Bon voilà, là c'est naturel, quand il augmente, l'actif risqué paye plus. Bon. Qu'est-ce que j'ai mis sur pi? Pi pareil? Ouais, j'ai mis celle-là. Quand la probabilité de pi augmente, l'actif risqué paye plus souvent. Bon. Bah voilà, bah c'est fini là, hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On avait. Je sais pas si on a corrigé le premier exercice. Je suis pas certain. Euh, Je crois qu'on l'a fait. Il me semble qu'on l'a fait Ruttelbeck. Il me semble. Vous me dites si je me trompe. Donc on va regarder un autre qui ressemble, qu'on a peut-être déjà corrigé aussi. Ça fait rien, on peut revenir un peu dessus. Intéressant. Donc rapidement. De toute façon, tout le monde, je suis sûr que tout le monde n'était pas là, hein, quand je l'ai fait en TD. Bah, voyons. Euh, ouais, bon, regardons-le rapidement. Il est intéressant, je trouve. Donc c'est un exercice sur les loteries, relation de préférence. Il n'y a pas de fonction d'utilité ici, hein. Pas de von Neumann-Morgenstern qui nulle part. Bon alors on suppose action d'indépendance, aversion au risque. Peut-être transitive aussi, il faudrait que je rajoute, hein. Bon, de toute façon, transitive, on le suppose toujours, hein, on va dire, hein. Hmm. Alors, ça c'est la loterie. Qu'est-ce que c'est cette loterie? Delta K sur N, 0 à N. Donc c'est quoi ça? Delta 0. Allô? Ah bon. Delta 0, delta 1 sur N, delta 2 sur N, etc. jusqu'à delta 1. Donc on découpe l'intervalle 0,1, on le découpe en N morceaux. Il y a N plus un point régulièrement espacé entre 0 et 1. Et voilà, on obtient ces gains-là, avec probabilité à chaque fois 1 sur N plus 1, puisqu'il y a N plus 1 résultat possible. Donc si N tend vers l'infini, on aurait quelque chose qui ressemblerait à une densité sur 0,1. Vous voyez ce que je veux dire vaguement? Bon, calculer l'espérance des loteries. Espérance des loteries. C'est quoi l'espérance d'une loterie? L'espérance des paiements qu'amène la loterie. C'est-à-dire la somme des probabilités fois le résultat. La moyenne des résultats amenés par la loterie. Ouf. Espérance, c'est ça. Alors somme des cas sur nn plus 1. Alors somme des cas, ouais, on l'a corrigé cet exercice, hein, je crois. La somme des entiers, bon, c'est une formule à savoir, ça, hein, nn plus 1 sur 2. À savoir et à savoir redémontrer aussi à la limite. C'est quand même joli. Ça sert, mine de rien, cette histoire-là. Je sais plus, mais je m'en suis fait. Bon, pas seulement si on joue au jeu des 1000 euros, hein, c'est ce genre de questions qui tombent des fois. Euh, Sur un exemple, quoi, il demande. Mais bref, oui, je sais pas. Si vous regardez des boules de billard numérotées de 1 à 15, hein, vous voulez savoir combien il y a de points en tout, je sais pas. Ça dépend comment vous comptez les choses aussi. Enfin, ça m'arrive dans la vie de tous les jours des fois d'utiliser. J'ai pas l'exemple précis en tête. Bref, somme des entiers. Pourquoi c'est n plus 1 sur 2? Bah, vous les écrivez somme des entiers de 0 à n et puis somme des entiers de n à 0. Vous additionnez, ça fait deux fois la somme. Et à chaque fois, vous avez n plus 1, n plus 1, n plus 1. Donc vous obtenez n plus 1 sur 2. Démonstration élémentaire. Et néanmoins jolie. Ah voilà, bah, j'ai même expliqué. Alors après, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, ce qu'on veut faire en fait, in fine, bon là c'est pareil, j'ai pas fait ce que je vous avais dit de faire, à savoir lire l'énoncé avant de se lancer. Donc bon, on a regardé un petit peu ici d'interpréter ce que c'était que les AN au début quand même, hein. Mais après, quelles sont les questions? Bon, espérance, montrer qu'A2 meilleur que A1. Donc ça, c'est pas supérieur ou égal, hein, c'est préféré ou indifférent. La relation de préférence. A3, préféré A2. C'est quoi ça? Établir que... Bon, ça, c'est une question intermédiaire. En déduire que ça, c'est le but du jeu.
Donc le but du jeu, c'est de montrer que plus n est grand, mieux la loterie, meilleure est la loterie pour l'agent. Ok? Alors, alors est-ce que c'est étonnant pour essayer de comprendre comment ça marche? A zéro, c'est quoi? C'est delta zéro. Est-ce qu'il y a un zéro? Strictement positif, il n'y a pas de A0. Ça commence à A1. A1, c'est 1,5 delta 0 plus 1,5 delta 1. Donc avec probabilité 1,5, 1,5, on a quelque chose, on a soit 0, soit 1. Avec probabilité 1,5, on a 0, avec probabilité 1,5, on a 1. On tire à pile ou face, entre 0 et 1. Évidemment, donc, bon, l'espérance est 1,5, comme tous les N. Hein. À 2, ce serait 1 tiers delta 0 plus 1 tiers à 2, n égale 2. K égale 1. Delta 1 tiers? Non, qu'est-ce que je raconte? Je reprends, hein. À 2, oui, delta 1 demi, pardon. N égale 2. 1 tiers delta 0 plus 1 tiers delta 1 demi plus 1 tiers delta 1. Dans les probabilités 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, on tire entre 0, 1 demi, 1, etc. Le suivant serait probabilité 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart, probabilité tirée entre 0, 1 tiers, 2 tiers, 1. Donc, où est-ce que je voulais en venir là dans tout ça? Bah, je sais pas, faut regarder maintenant. Oui, ce que je voulais là où je voulais en venir, c'était que les gains, d'une certaine façon, sont de plus en plus resserrés autour de la moyenne. La moyenne, c'est 1,5. Au début, vous avez 0, 1, autour de 1,5. D'accord? Après, vous avez 0, 1,5. 1. Donc déjà, vous tombez avec une certaine probabilité sur la moyenne. Et sinon, vous avez encore cet écart, mais avec une probabilité moindre. Donc vous voyez, c'est plus intéressant d'une certaine façon. Enfin, ça doit pouvoir se démontrer pour un agent averse au risque. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Alors, on démontre A2 plus grand qu'à A1, justement. Allons-y. On va peut-être aller vite parce que il me semble qu'on l'a déjà fait. Hein. Bon, en même temps, bon, les arguments sont pas complètement évidents, donc qu'est-ce qu'on veut faire? A2 plus grand que A1. A2, c'est ça. Non, il est où A2? Il n'a pas été écrit. Oh là 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 là. Ça va pas du tout là. Qu'est-ce que c'est que A2? A2, c'est 0, 1,5, 1, avec probabilité 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Par contre, 1 tiers delta 0, c'est pas clair, parce que là il manque, excusez-moi là, je pensais que la correction était plus détaillée, mais c'est un peu difficile si vous n'essayez pas de faire les calculs par vous-même là. C'est un peu difficile de suivre. A1 c'est quoi? C'est 0,1 avec probabilité 1,5, 1,5. Hein. Alors, est-ce que vous êtes d'accord déjà que ça égale A1? Je pense que c'est vrai, parce que on a 1 tiers delta 0 plus 1 sixième delta 0, ça fait un demi delta 0. Et là, un sixième delta 1 plus un tiers delta 1, ça fait un demi delta 1. Donc ça c'est A1. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on a? Enfin, comment dire? Pourquoi est-ce que A2 est meilleur que ça? C'est parce que si au lieu d'avoir ça, j'avais delta 1,5, eh ben, ce serait mieux. C'est ce qui est exprimé là. Et pourquoi c'est mieux? Parce que c'est l'aversion au risque. Hein. Que dit l'aversion au risque? Alors, il faut connaître absolument la définition de l'aversion au risque. Je cherche éventuellement. Donc, ouais, je sais pas où j'ai mise. Continue? C'est après? Non, ou pas? Attendez, je regarde. Excusez-moi. Je cherche. Averse au risque. Voilà. Donc c'est vraiment, faut savoir ça. Hein. Aversion au risque, c'est pas U concave. Bon, non, c'est pas ça la définition. Déjà, ici, il n'y a pas de. Si on parle de relation de préférence, il n'y a pas de fonction d'utilité de phénomène Morgenstern. Hein. Donc, l'aversion au risque, c'est on n'aime pas le risque.
Ça veut dire quoi, on n'aime pas le risque? Eh bien, au lieu d'une loterie risquée A, on préfère quelque chose qui n'est pas risqué. Qu'est-ce qui n'est pas risqué, qui sera meilleur que A tout le temps? C'est, pour un agent qui est averse au risque, c'est donner à l'agent l'espérance des gains, l'espérance de ce qu'il toucherait avec la loterie. Il préfère, avec la loterie A, il touche aussi E2A, mais en moyenne simplement. C'est risqué. Et que celle-là, eh ben, il la touche de manière certaine. Et c'est mieux. Il préfère, comment dire, il préfère concentrer les gains, hein. Il n'aime pas avoir des écarts autour des gains. Petit. Donc, si je reviens ici, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je regarde. Pardon, c'est ça. Donc voilà, ici vous avez exactement la version risque appliquée à la loterie A1. La loterie A1, elle est là. Et ça, c'est delta espérance de A1. Donc voilà, la version risque implique ça. Du coup, dans A2, je peux remplacer. A2, c'est quoi? Un tiers delta 0 plus un tiers delta 1 plus un tiers delta 1,5. Je remplace delta 1,5 par cette chose risquée. Et j'obtiens quelque chose de moins bien. Et tout ça, ça fait 1. Bon, voilà. Bon, je sais pas si ça vaut le coup de regarder trop en détail tous les calculs. Parce que si on les fait pas en même temps, ça paraît un peu bizarre, hein, un peu fumeux. Voilà, après, bon, ce qu'on vous demandait, donc, c'était de montrer à la main que A3 plus grand que A2. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Bah, faut trouver l'idée, quoi. Pourquoi est-ce que A3 est plus ramassé autour de la moyenne que A2, en quelque sorte? Qu'est-ce que c'est que A2? A2, c'est les gains 0, 1, 1,5. C'est tout. Qu'est-ce que c'est que A3? Bon, si vous voulez, A2, c'est 0 à 1,5, 0, 1,5, 1 avec équiprobabilité. A3, c'est 0, 1 tiers, 2 tiers, 1 avec équiprobabilité. Alors, comment comparer? Ah, c'est toute la difficulté, hein. Comment comparer, comment montrer que le fait d'avoir un tiers, 2 tiers, au lieu d'avoir ça, vaudrait mieux avoir un demi, quoi, en gros. Donc c'est ça, bon, c'est basé sur des combinaisons convexes, hein. Donc cette question est difficile. Faudrait faire un dessin pour expliquer l'idée. Bon, je voudrais qu'on regarde, laissons tomber. Je voudrais qu'on regarde directement un petit peu les calculs formels, là. Et puis après, bon, bah, on passera à autre chose, éventuellement. Donc là, bizarrement, c'est presque plus dur, hein, cette question-là, que de faire, enfin, pour moi, en tout cas, plus dur à expliquer, que de faire les calculs formels plus généraux qui ont l'air plus compliqués a priori. Donc, donc là, attendez, qu'est-ce que je veux? Pourquoi ça serait meilleur que ça? Bah, ça va être bêtement une histoire d'aversion au risque, hein. Ça va être une conséquence immédiate de l'aversion au risque. En fait, parce que quand je regarde la moyenne, ça c'est une loterie, on espère, hein, puisqu'il y a un signe de préférence entre les deux termes, hein. Ça c'est une loterie, ça c'est sûr, c'est une loterie certaine. Un bel oxymore, loterie certaine. Donc loterie certaine préférée à ce truc-là, qui est une loterie. Probabilité K sur n plus 1 quelque chose, et ça c'est 1 moins K sur n plus 1. Normalement, hein, 1 moins K sur n plus 1. Donc si je calcule la moyenne, faites-le, hein, faites la moyenne de ça, vous devez trouver normalement exactement, dire ça fois ça, plus ça fois ça, vous devez trouver exactement K sur n plus 1. Et c'est pour ça qu'on a cette inégalité. Enfin, inégalité, cette relation de préférence, à cause de la version risque. Donc c'est ce qu'il faut vérifier. Donc bon, je vous laisse le vérifier par vous-même, hein, mais donc c'est ce calcul-là, sans difficulté. Ça fois ça, plus ça fois ça, est bien égal à ça. Donc par aversion risque, boum, direct. Donc ça, question facile. Vous voyez, à la limite, dans ce genre d'énoncé, peut-être vous n'arriverez pas, j'en sais rien, mettons vous n'arrivez pas à faire C, peut-être même vous n'arrivez même pas à faire B, j'en sais rien. Mais là, si vous avez l'idée de la version risque, parce qu'il faut utiliser l'hypothèse, hein.
On vous dit l'agent inverse au risque. Bah, il va falloir l'utiliser un jour. Bon. Donc si vous avez l'idée d'utiliser la version risque ici, ce qui n'est pas une idée, comment dire, complètement saugrenue, hein, on vous demande de démontrer qu'une loterie certaine est meilleure qu'une loterie risquée. On vous dit que l'agent est inverse au risque. Bah, peut-être que l'espérance de la loterie risquée ici, précisément, c'est ce que paye la loterie certaine. Hein. Et effectivement, c'est le cas. Oui, bon, donc ce que je disais, c'est que peut-être, même si vous n'arrivez pas à répondre aux autres questions, vous pouvez traiter cette question directe. Donc voilà. Ensuite, il fallait déduire bah, N plus 1 préféré à N de tout ça. Bah, il faut écrire les définitions et puis utiliser cette relation de préférence un peu partout avec l'axiome d'indépendance. C'est ça la démonstration. C'est tout? J'ai ramassé les calculs sur 2 lignes? Ou 3? À peine? Ok, regardons rapidement, sans rentrer peut-être dans les détails. C'est du calcul formel, ça aussi vous devez être capable de le faire. Il suffit de pousser le stylo, hein. Là, il n'y a pas besoin de réfléchir. Faut pas se perdre dans les sigmas, quoi. A n plus 1 égale ça. Bon, ça, c'est la définition. Définition de n plus 1. On vous demande de démontrer que c'est préféré à n, hein. Donc il va falloir relier. Va falloir faire apparaître, au lieu de delta k sur n plus 1, il nous faudrait du delta k sur n. Bah justement, si on veut du delta k sur n, on utilise ça. Aïe aïe aïe. On utilise ça qu'on vient de démontrer avant. C'est-à-dire, on va remplacer les loteries ici, delta k sur n plus 1, par les loteries qu'on a ici à droite de la relation de préférence. Comment ça, on va les remplacer? Oui, on va minorer en quelque sorte, si on peut dire. Minorer pour la relation de préférence. Bon, ça utilise l'axiome d'indépendance, hein. Alors, il faut savoir ce que c'est que l'axiome d'indépendance. Je rappelle? On essaye? J'essaye. Mode math fils appuistre 2. Ah voilà, ça tombe bien, on tombe dessus tout de suite. C'est quoi l'axiome d'indépendance? Si vous préférez une loterie à une autre, eh ben, la loterie A, vous pouvez la tirer au sort avec une autre loterie C, mettons. Ça vous donne ça, lambda A plus 1 moins lambda C. Et bah, cette loterie composée, en quelque sorte, sera meilleure au tirage au sort entre la loterie B et la même loterie C de référence qu'on avait pris, hein. Alors, il y a une généralisation qui consisterait à, comment dire, bah, avoir ici, par exemple, A' et B'. Et vous avez au départ A préféré à B, A' préféré à B'. D'accord? Donc quand vous avez lambda plus un moins lambda A' et que vous avez BB' qui sont moins bien respectivement que A et A', vous pouvez remplacer en quelque sorte et vous obtenez une loterie qui est moins bonne. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Bon, c'est un petit peu comme les règles de calcul dans R, hein. Sauf que, attention, hein, c'est pas la relation supérieure égale dans R, hein. Mais bon, ça marche. Vous pouvez minorer en quelque sorte. Bon, voilà, donc c'est ce qu'on fait. Ici, delta k sur n plus 1, on le minore, entre guillemets, par ceci. Alors ça marche pas tout le temps, alors, attendez. Bon, on le minore par. Il est là le terme. Alors pourquoi c'est pas partout? Pourquoi pas tous les termes? Parce que bah, des fois k-1, on est embêté, k-1, k-1, si k égale 0, ça va pas. Donc vous voyez déjà le terme en k égale 0, on doit le mettre à part. Et le dernier terme, on le récupère pas. Pourquoi on le récupère pas le dernier terme? Je sais plus. C'est quoi exactement? Comment c'est énoncé? C'est peut-être énoncé. Pour tout k dans un n. Oui, k ne va pas jusqu'à n plus 1, c'est ça le problème. D'accord, là, vous avez une somme de k égale 0 à n plus 1. Mais pour k égale n plus 1, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Pour k égale n plus 1, ça donne rien en fait. Enfin, disons que pour k égale n plus 1, ça donne rien. Ça donne delta 1 préféré à delta 1. Voilà, ça donne rien du tout. Donc bref, le terme en n plus 1, on peut le laisser de côté aussi. Bon, et après, vous redistribuez tout bien.
en fonction des différentes loteries et vous tombez sur n. D'accord, on peut arrêter là cet exercice, je pense. Bon, il n'est pas facile. Bon, ça permet de revoir un petit peu les définitions. Qu'est-ce que c'est l'action de dépendance? Qu'est-ce que c'est la version au risque? Euh, d'accord. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai plus de corrigé à vous proposer là. Pour répondre à des questions, on peut revenir sur des points de cours, on peut... Moi, j'avais annoncé qu'on parlerait du TD4. Je veux bien en parler, mais le problème c'est qu'il faudrait faire des calculs. Euh, Regardons, déjà l'énoncé. Alors, premier exercice, c'est bon, quelque chose qui ressemble un petit peu bon, à ce qu'on vient de faire, qui ressemble à un exercice dans le TD3 aussi, je crois. Le premier exercice TD3. De quoi il s'agit? Vous avez H positif ou nul, epsilon entre 0,5. Et puis, on regarde des loteries qui amènent moins H, 0 ou H. Donc, bon, 0 on gagne rien, moins H on perd H, plus H on gagne H. Donc, alors, avec ces probabilités-là, du coup, la moyenne, ça va faire 0, hein. Donc, ça m'a l'air très risqué, ce truc-là. On gagne 0 en moyenne. Epsilon, bon, bah, plus il est grand, plus la loterie est risquée, en fait. Elle va s'écarter autour de sa moyenne. Euh, Plus H est grand, bon, pareil, plus ça devient risqué, entre guillemets, hein. Bon, ça n'a pas l'air très intéressant, ces loteries-là, hein. Plus epsilon est grand, plus H est grand, moins... Enfin, pour quelqu'un qui serait averse au risque, ça n'a pas l'air terrible, hein. Bah, c'est ce qu'on essaye de démontrer. Voilà. Quel que soit H', si H' plus grand que H, la loterie avec H' est moins bien que la loterie avec H. Et là, pareil, si epsilon' plus grand qu'epsilon, la loterie avec epsilon' moins bien que la loterie avec epsilon. Donc voilà. Bah, vous pouvez regarder cet exercice, mais en même temps, il n'est pas très différent de celui-là. On avait x plus alpha, x moins alpha. Vous voyez, enlever le x. On aurait alpha ou moins alpha, avec probabilité 1,5. Donc ça ressemble à ce qu'on a dans l'autre exercice, où on a h ou moins h, ou 0. C'est-à-dire qu'il y a 0 en plus, possibilité. Enfin bon, là oui, il y a quand même une nouveauté il y a une nouveauté dans le TD4, là, dans l'exercice du TD4, c'est que il y a ces probabilités epsilon aussi, hein. Donc voilà, donc bon, c'est pas très simple, hein, comme exercice, mais ce qu'il faut faire, c'est utiliser l'axiome d'indépendance et la version au risque, un peu dans l'esprit de l'exercice 1 du TD3. Bon, je regarde, hein, on regarde les différents exercices. Ah, il y a celui-là qui est pas mal. C'est un exercice sur le modèle d'assurance, avec une fonction d'utilité de phénomène Morgenstern qui est peut-être pas hyper courante. Ok. Alors, on pourrait la réduire en éléments simples, celle-là. Parce que en fait, c'est moins 1 sur x, en gros. Moins 1 sur x plus 1, à peu près. Parce que si j'ajoute 1, je retire 1, j'obtiens 1 sur x plus 1, moins 1 sur x plus 1. Non, c'est pas ça. J'obtiens 1, moins 1 sur x plus 1. D'ailleurs, je le fais. Ah bah, il n'y a pas de correction. Je suis bête. Donc, cette fonction, à une constante près, c'est moins 1 divisé par x plus 1. Donc, c'est un peu comme moins 1 sur x, sauf que, justement, c'est pas sur x, c'est sur x plus 1. Alors, attention. Et puis, au-delà, il y a aussi y avoir des petits problèmes de bord, un petit peu comme la fonction racine de x plus a tout à l'heure. Bon, enfin, de toute façon, moins 1 sur x, ça ressemble à quoi, moins 1 sur x? Un truc comme ça. Enfin, un truc strictement croissant et strictement concave. Donc pas de problème pour tout ce qui est aversion au risque. Tracé graphe de fonction d'utilité, c'est très facile aussi. Il y aura une asymptote quand x tend vers l'infini, c'est tend vers 1. Alors vous voyez, c'est un peu les mêmes questions que tout à l'heure, hein. Décrire le problème de l'agent sous la forme d'un programme d'optimisation. Donc un programme d'optimisation, je vous rappelle, c'est une fonction objective, mettons f. D'accord? On l'a décrit précisément, on dit sa forme. Qu'est-ce qu'elle vaut en fonction de la variable qu'on cherche à optimiser.
Bon, là, je sais pas, Y par exemple. Et il faut donner le domaine aussi. Alors après, il y a des questions, alors ça ressemble à tout à l'heure, là, quand on avait pi 1 plus R, plus petit que 1 équivaut à θ négatif. Bon, enfin bref, c'est des conditions un peu du même genre. Euh, pour voir quand est-ce qu'on a Y0 positif. Pareil, quand est-ce qu'on n'est pas dans des problèmes de bord. Y, c'est le niveau d'assurance, hein. Y égale 0, ça veut dire qu'il s'assure plus. Bon voilà, faudrait faire cet exercice pour bien faire. Vous dites rien, hein. Alors, bon, je sais pas, moi je continue et je parle dans le, peut-être dans le désert ou dans le vide, je ne sais pas. Ça, c'est un petit exercice facile, assez facile, hein. Il y a une obligation et un actif risqué. Et bon, on introduit une option là-dessus. Alors c'est un peu un retour sur le chapitre 1 là. Parce que cette condition là, en fait, va résulter de l'absence d'arbitrage. Bon, peut-être pas clair là, parce que vous voyez pas ce que c'est, vous savez pas ce que c'est qu'epsilon, Q2, etc. Mais Q2, ce serait, c'est quoi Q2? C'est le prix de l'option, non? Deux actifs, une obligation Q1, non, c'est l'actif. Pour l'instant, il n'y a pas d'option. Actif risqué, son prix, le prix de l'actif risqué est entre ces deux valeurs. Mais c'est quoi ces valeurs? Ah bah c'est ce qui paye l'actif risqué justement. Avec probabilité, elles sont où? Ah, on ne sait pas les probabilités. Bon, donc l'actif risqué paye soit 1 moins epsilon, soit 3 plus epsilon. Epsilon positif. Avec certaines probabilités qu'on ne connaît pas. Mais peu importe, son prix, si le taux d'intérêt est nul, l'obligation de prix 1, taux d'intérêt nul. Peu importe, donc il n'y a pas de taux d'intérêt, hein. Ça, c'est les paiements. Mauvais cas, bon cas. Mais le prix sera entre les deux, c'est normal. C'est l'absence d'arbitrage, ça. Si le paiement était plus élevé que 3 plus epsilon, par exemple, pardon, pas le paiement, si le prix de l'actif risqué était plus élevé que le meilleur des paiements, ben, ça n'aurait aucun intérêt d'avoir de l'actif risqué. On voudrait le vendre à découvert, au maximum. On pourrait faire un arbitrage en faisant ça. Inversement, si son prix est plus faible que 1 moins epsilon, ça veut dire que quand vous achetez de l'actif, vous payez moins que ce qu'il va payer au minimum. Donc vous allez vous enrichir indéfiniment, surtout si vous pouvez emprunter à taux d'intérêt nul. Et donc ça, c'est juste d'opportunité d'absence d'arbitrage. Donc je vous invite vraiment à regarder, à vérifier, enfin, comment dire, à revenir sur l'exercice chapitre 1, hein. C'est des petites choses élémentaires, hein. Vous pouvez écrire Q2 comme étant, je sais pas moi, l'espérance pondérée des paiements par les prix d'État, par exemple. Donc Q2, c'est lambda 1 fois 1 moins epsilon, plus lambda 2 fois 3 plus epsilon. Lambda 1, lambda 2 strictement positif. C'est une autre façon de voir les choses. Et puis, pareil pour l'obligation. L'obligation, son prix, c'est 1, et le prix est l'espérance pondérée, l'espérance des paiements pondérée par les prix d'État. Donc 1 égale lambda 1 plus lambda 2. Vous vous souvenez de ça? Vous n'avez pas oublié, j'espère. Dans le... Oui, dans le premier chapitre, on avait cette formule, là. La somme des lambda S, c'est 1 sur 1 plus R. La somme des prix d'État, c'est le facteur d'actualisation. C'est dans le cours. Enfin, bref, donc différentes façons de se persuader que ça c'est juste. J'espère que... Bon, c'est un minimum, franchement, c'est pas la peine de faire de la finance de haut niveau, enfin de faire des modèles de Black-Scholes, etc., hein, si on comprend pas des choses élémentaires comme de ce genre-là, quoi. Bon après, c'est un modèle, donc ici pour l'instant on a deux actifs, on a introduit un troisième. Donc le troisième il va, comment dire, a priori, les marchés étaient déjà complets au départ. On met un troisième actif, on devrait pouvoir exprimer le prix du troisième actif en fonction de bah, tout le reste, quoi. Donc ça pose pas de grosses difficultés. Bon, il y a ça qu'on peut faire ensemble sans rien écrire, peut-être juste en réfléchissant un peu. C'est quoi ça? Grand S est à la nature, un actif. C'est tout? Donc très peu d'actifs ici. Un seul. Alors qu'il y a beaucoup d'incertitudes.
Maintenant, l'actif, il paye, comment dire, il sépare les états de la nature. Il paye différemment selon les différents états. Bon, c'est déjà pas mal. Est-ce que les marchés sont complets? Bah, pas vraiment, hein. Vous êtes d'accord, j'espère? Pas vraiment complet, puisque bah, pour que les marchés soient complets, il faut au minimum autant d'actifs que d'états de la nature, hein. Au minimum. Et en plus, il faut qu'ils soient indépendants. D'accord? Il faut que le rang de la matrice, revoyez ça, si vous avez oublié. J'espère que vous n'avez pas oublié. Que le rang de la matrice des paiements soit au moins égal au nombre d'états de la nature. Enfin, soit égal, pardon. Il peut pas être plus grand, de toute façon. Bon, bref, ici, grand S est plus grand que 1, hein. Si grand S égale 1, d'accord, mais si, bon, c'est pas intéressant. Grand S plus grand que 1, un seul actif, marché pas complet. Ah, j'ai introduit des options d'achat sur cet actif qui paye ça. Et à ce moment-là, les marchés vont devenir complets. C'est bon? Comment on pourrait faire là? Quelle serait l'idée? Option d'achat. Là-dessus, qu'est-ce qui nous manque? La date d'exercice, on la connaît, hein. Bon, c'est le modèle à deux périodes, hein. L'actif, il paye R1 RS en deuxième période, quoi. Donc, les options d'achat elles seront exerçables en deuxième période, si on imagine. Enfin bon, c'est le modèle le plus simple, hein, bon. Euh, donc, bon, les options d'achat, qu'est-ce qu'il faut pour les définir? Sous-jacent. Bah, le sous-jacent, c'est sur l'actif financier. Date d'exercice, c'est la date, deuxième date, quoi. Il nous manque prix d'exercice. Il faut trouver les prix d'exercice. Alors, quels seraient des bons prix d'exercice pour compléter les marchés? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme prix d'exercice? Bon, déjà, les R1RS, bon, ils sont distincts. On n'a qu'à les ordonner, hein, on peut les ordonner. On peut supposer R1 plus petit R2 plus petit RS. Ok? Bon, c'est difficile de parler dans le vide. Je pense qu'il faudrait prendre un papier. Je vais le faire. Je vous invite à faire la même chose. Ce que je voudrais, c'est. Qu'est-ce que je voudrais faire? Bah, il faudrait trouver cette matrice, hein. On va essayer de trouver une matrice qui marche. Donc j'écris R égale. Bon, qu'est-ce que je mets? En première colonne, je vais mettre les retours des différents actifs. Il y en a qu'un pour l'instant. Donc première colonne, on a les paiements R1 dans l'état 1, mettons, peu importe, hein, ça n'a aucune importance. Et R grand S dans le dernier état. Donc on a un vecteur R1, R grand S. Maintenant, on voudrait compléter la matrice. Enfin, comment dire, compléter la matrice, si on peut dire. La rendre inversible, mettons, en rajoutant grand S moins une option. Quelles sont les matrices qui sont faciles à inverser ou dont on voit facilement qu'elles sont, peut-être pas faciles, toujours très faciles à inverser, mais dont on voit très facilement qu'elles sont inversibles? Les matrices diagonales, à terme bon là, c'est pas le cas ici, puisqu'on a un vecteur colonne, non nul. Enfin bref, avec des termes non nuls, un peu partout. A priori tous non nuls, on va dire. Alors, les matrices diagonales, ok, et aussi sinon les matrices triangulaires. Donc voilà, est-ce qu'on peut pas s'arranger? Donc c'est ça la question, est-ce qu'on peut pas s'arranger pour obtenir une matrice triangulaire en mettant des options? Parce que l'option d'achat, rappelez-vous, elle permet d'acheter le sous-jacent, donc si son prix de marché, autrement dit son paiement en deuxième date, est plus faible que le prix d'exercice. Ça vous donne le droit d'acheter un certain prix. Donc si on choisit, en fait c'est ça, il faut choisir des prix d'exercice qui soient entre les différents RRI, quoi. Vous me suivez? Comment est-ce qu'on pourrait faire apparaître un zéro là, à droite du R1? J'espère que vous avez tous écrit votre matrice. La matrice, c'est la suivante. R égale, grosse matrice. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dedans. En première colonne, je mets R1, etc. jusqu'à R grand S. Et après, je cherche.
Je cherche quoi mettre. J'aimerais bien mettre des zéros à droite du R1. Bon, mettons des zéros. Allons-y, mettons des zéros. Zéro, ok. Mais qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme option pour avoir zéro? Il faut que quand l'actif vaut R1, l'option d'achat soit pas intéressante. Pourquoi elle n'est pas intéressante? Parce que la valeur du sous-jacent est trop faible. Donc voilà. Vous avez qu'à prendre comme prix sur la première option, mais je sais pas, R2 par exemple, non? Ça marche pas? Ou R1 plus R2 sur 2? Qu'est-ce qu'il faut prendre? Je reprends. R1, c'est le plus petit. Plus petit strictement que R2, etc. Plus petit strictement que R grand S. Ce serait mieux hein, si je pouvais écrire ensemble quelque chose pour pouvoir qu'il puisse passer en partage d'écran sur lequel je puisse écrire en même temps, parce que c'est vrai que là, c'est pas facile. Bon, essayons de finir ce truc-là. R1 plus petit qu'R2, etc. plus petit qu'RS. D'accord? D'accord. Bon, je mets ce vecteur R1, etc. RS en première colonne de la matrice. Maintenant, je veux une option qui me rapporte 0, une option d'achat, quand le sous-jacent vaut R1. R1, c'est la plus faible valeur hein, qu'il puisse prendre. Bon, bah j'ai qu'à prendre, mettons R1. Pourquoi pas R1 comme premier prix d'exercice? Allez, on prend première option, prix d'exercice R1. Comme ça, quand le sous-jacent vaut R1, ça me rapporte 0. Et quand le sous-jacent vaut R2, ça me rapporte quelque chose? Bah oui, ça me rapporte la différence, R2 moins R1. D'accord? Donc vous voyez, là, je commence à remplir ma matrice. À droite du R1, j'ai un 0. En dessous du 0, j'ai R2 moins R1. Et puis je peux descendre comme ça jusqu'à la dernière ligne, R grand S moins R1. Là, donc, comme ça, j'ai mon deuxième vecteur. Bon, bah, etc. hein, après, vous complétez en prenant d'autres options d'achat de prix d'exercice R2, R3, R4. Et comme ça, on arrive à compléter la matrice. Bon, on va arrêter, hein, à moins que vous ayez des questions. Allô? Vous êtes tous partis en fait, hein. Vous êtes tous partis manger un sandwich, je sais pas. Plus personne n'est là. Non, monsieur, Oui. j'ai Alors? une question Oui, je vous écoute. par rapport au partiel. Par rapport au partiel, oui. Bah, j'écoute, mais là, j'entends plus rien. Est-ce que par rapport au partiel, vous avez des questions? Vous avez des informations, pardon. Bah, il n'y a rien d'officiel pour l'instant, hein. C'est quoi votre question exactement? Bah, comment ça va se passer? Bah, l'idée, a priori, c'est que vous ayez un. A priori, l'idée, ce serait que vous ayez comme une épreuve en temps limité, quoi. Mais c'est-à-dire qu'il y aura une durée théorique de 2 heures, hein, mais qu'on vous enverrait via l'EPI, et par email, et en vous laissant plus de temps que 2 heures, en fait, pour pallier aux problèmes éventuels de connexion, quoi. Mais ça, c'est l'idée. Maintenant, c'est pas confirmé, ça, hein. Mais a priori, C'est en train d'être discuté en CVU en ce moment même, bah, en c'est fait. ça, oui, c'est ça. Donc on discute entre nous, après il y a le conseil du FR, après il y a les conseils centraux, bon, c'est pas encore réglé complètement. Mais j'en sais rien. Bon, donc on verra. Mais attendez-vous éventuellement à ça. C'est-à-dire, tel que je vois les choses, bah, je ferai un sujet un peu comme toutes les années, peut-être un peu plus facile quand même, parce que c'est vrai que cette année c'est quand même particulier, on est peut-être tous un peu stressés. Et puis vous auriez, si c'est un sujet de durée théorique de 2 heures, vous auriez 3, voire peut-être même 4 heures entre le moment où il est publié et le moment où vous devez l'avoir rendu sur l'EPI. D'accord? Ce sera, a priori, bon, c'est ça qu'on souhaiterait faire au niveau de l'UFR en tout cas. Voilà, j'ai répondu à votre question. Allô? C'est bon? Monsieur, moi j'ai une autre question. Ouais. Euh,